Démarrons par le match du début d'après-midi. L'Atalanta qui a perdu à Bruges 2-1. Je disais tout à l'heure, c'est un match qui intéresse la France parce que c'est un adversaire potentiel de Lille, donc Ouais. en huitième. C'était pas mal comme match d'ailleurs, Johan. Oui. Et est-ce que la défaite de l'Atalanta est logique? Non, un match nul aurait été plus logique. Moi, j'ai bien aimé, mais pour les suivre un peu, j'ai bien aimé Bruges, évidemment. En Italie, on considère que c'est des bouseux, donc on pensait que l'Atalanta allait gagner facilement, mais c'est une équipe avec plein de jeunes qui courent dans tous les sens, qui sont très bons techniquement, qui ont mis vraiment en difficulté l'Atalanta pendant au moins une mi-temps. La première mi-temps de l'Atalanta est pas bonne. C'est pas la première fois récemment qu'ils font des mauvaises premières mi-temps. Après, ça s'explique aussi par l'accumulation des matchs et beaucoup de blessés. Il y a quand même 7 blessés aujourd'hui à l'Atalanta. Quand vous regardez le Il y a des banc, bons joueurs qui manquent. Hein. ah oui, il y a des bons joueurs qui manquent, quoi, effectivement. Donc, Gasperini disait notre début d'année est un peu moyen parce qu'on a beaucoup de blessés, et c'est clair. Malgré tout, ils avaient les occasions en deuxième mi-temps pour emporter ce match. Samardzic a une énorme occasion où il tire largement à côté, en plus à quelques mètres du but. Ah, des occasions, il y en a eu quelques-unes. À la tête de Zappacosta aussi. Et qui est à moitié sur le poteau. On n'a pas vu très bien sur le ralenti si c'est poteau ou si c'est Mignolet qui la détourne sur le poteau ou juste devant le poteau, on ne sait pas trop. Mais il y a eu des occasions. Et puis ensuite, mais l'Atalanta a quand même vraiment été en difficulté sur 45 minutes. Ils ont beaucoup souffert sur la dimension athlétique et le volume de course qu'ont mis les joueurs de Bruges, parce que ça courait absolument dans tous les sens. Et surtout, ils laissaient beaucoup de joueurs offensivement, ce qui faisait qu'en cas de récupération et de transition, c'était souvent du 1 contre 1 ou du 3 contre 2. Donc ils ont été très dangereux sur ces phases-là. Après, il y a la 92e minute, il y a un penalty totalement lunaire accordé à Bruges. Et moi, je suis tout à fait Il est un d'accord peu avec bizarre ce Gasperini. péno. Oui, un petit peu, oui, on va dire ça comme ça, Daniel. Ouais. Mais moi, de manière plus générale, c'est une observation qu'on fait depuis un petit moment maintenant, et Gasperini, je trouve, a totalement raison, c'est qu'ils sont en train de transformer ce sport. Et ça devient vraiment difficile parce que aujourd'hui, tu vas être obligé de mettre dans les textes que tu n'as plus le droit au moindre contact dans la surface, sinon ça fait penalty. Ça devient ça la règle en réalité. La règle, c'est le moindre contact vu à la loupe du VAR ou Ah oui, sans le parce qu'à VAR partir du moment ou où le confirmé VAR par le permet VAR. de regarder, il y a forcément toujours un Il y a contact. forcément des contacts. Oui. Mais même un but, un joueur qui s'appuie sur un peu sur un autre joueur sur un corner, ça va être refusé maintenant parce qu'il y a contact. Oui, il s'appuie un petit peu sur le truc. Même s'il prend le duel en anticipation, même s'il est meilleur, même si l'autre ne saute pas, ça va plus compter. En fait, ce sport est en train de totalement changer Ah bah sur tiens, la c'est dimension. marrant que tu dises ça, Johan, parce que pile au moment où tu le dis, on voit, je vois sur l'écran, j'avais pas vu l'action dans Celtic Bayern, et Polo peut certainement en parler, il l'a vu. Il y a un contact, alors qu'on n'est pas du tout dans le sens du jeu et dans le sens d'une action de jeu, mais il y a l'image VAR qui est repassée 15 fois de suite, où on voit un joueur du Bayern, alors je vois pas qui c'est, qui écrase le pied d'un mec du Celtic. Et C'est Upamecano. Et alors, pour le coup, je ne sais pas si ça a donné lieu au péno ou quoi, mais visiblement, c'est regardé. Et, il lui marche vraiment sur le pied, quoi. Il touche le ballon en premier. Upamecano. Mais maintenant, même ça, excusez-moi, ça compte. je fais une petite Ah oui, il parenthèse touche le d'Azone, ballon avant, oui. parce que DAZN vient de réagir. Le patron de français là, de DAZN a déclaré: lorsqu'on achète une casserole, on ne s'attend pas à avoir une passoire. Ouf. Belle punchline. Oui, c'est pas mal du tout, oui. Voilà, ça ajoute à notre débat de tout à l'heure. Excusez-moi, Brice Domain qu'on collait dans l'after. Ok. Voilà, excusez-moi. Donc, Johan, tu peux reprendre. Non, il n'y a pas de souci. Non, mais Je pense que ce week-end, les caméras de DAZN ne vont pas avoir beaucoup d'accès. Il est possible que les matchs démarrent en retard ou qu'il y ait des choses. Enfin, franchement, on se prépare, pardonnez-nous les gars, hein, mais on se prépare des retransmissions qui risquent quand même d'être un petit peu bizarres. Hein. Bah non, mais en même temps, il y a quand même un contrat. Il faut respecter les engagements. Ouais. Bref. J'ai l'impression que plus personne ne veut les respecter. Bon, Johan, à toi, pardon. Non, mais tout ça pour dire que oui, c'est frustrant parce que c'est un penalty qui doit jamais exister. Par contre, il faut aussi analyser correctement le match et dire que l'Atalanta a été en difficulté, a été mise en difficulté, qu'ils se sont fait rentrer dedans clairement, qu'en transition avec leur jeu à risque, ils ont été vraiment en difficulté, et notamment dans les 1 contre 1, il y a des joueurs qui n'ont pas encore compris tous les mécanismes, comme Poch qui vient d'arriver en provenance de Bologne, où c'est un autre type de football sous Italiano et sous Thiago Motta.
Donc tout ça peut expliquer une contre-performance globale en termes de prestations collectives et même prestations individuelles de pas mal de joueurs. On verra si ce penalty-là aura une influence sur le match retour, mais je peux vous dire que Gasperini est très énervé, les dirigeants sont très énervés, les joueurs sont très énervés. À eux de s'en servir comme un moteur pour marcher sur Bruges la semaine prochaine. Bon, donc tu estimes que c'est encore largement jouable. Bon, 2-1, oui, bien sûr que c'est jouable, mais l'Atalanta, ils sont tout à fait en capacité de renverser Moi, je pense Bruges. que c'est largement jouable. S'ils arrivent après, c'est vrai que c'est que dans une semaine. S'ils arrivent à récupérer des joueurs, moi, par moment, il y a des séquences où je les ai pas vus bons, mais sur certaines séquences, tu avais l'impression, tu dis, bon, bah, en fait, il faudra être bon pendant 90 minutes et jouer normalement, et on sera au-dessus. Ouais, puis même pas. Il faudra le faire. Même pas être aussi exigeant sur 90 minutes. Hein. Il faudrait juste un petit peu plus, quoi. Parce que même en deuxième mi-temps, il y a eu des occasions, mais c'était léger. Tu vois, De Ketelaere c'est un peu caché, je trouve, pour son retour à Bruges. Il s'est vraiment bougé dans les 10 dernières minutes. Brescianini a rien apporté. Retegui a pas du tout été servi. Donc il y a pas mal de choses qui font. Bellanova était catastrophique à droite. Poch a été pas bon en défense. Donc tu vois, il y a pas mal de performances. Ederson, pour moi, c'est son pire match à l'Atalanta. Il ratait absolument toutes ses passes, toutes ses interventions, toutes ses lectures de jeu étaient ratées. Donc ça fait quand même beaucoup de choses ratées pour un seul match. Donc j'imagine qu'ils seront en capacité de réduire ce taux d'erreur la semaine prochaine. Et pour toi, Daniel, Gasperini disait peut-être on espère avoir Kolasinac et Lookman de retour la semaine prochaine, même si c'est très incertain encore. On va parler de Milan dans quelques instants face à Feyenoord, mais un mot du match Celtic-Bayern, Polo. Qu'est-ce que tu veux nous dire de ce match? Est-ce que la victoire du Bayern est logique? Polo? Ah, il va revenir. Bah, Julien est là, donc Julien et Celtic, c'est ta zone. Ouais. Même si... Et Polo est revenu. Oui, je disais, est-ce que la victoire du Bayern est logique, Julien? Non, oui, Polo. elle est logique, mais de toute façon, c'est ce qu'on avait dit déjà dès lundi soir. C'était ma minute sur le Celtic qui a toujours du mal dès que le niveau adverse s'élève un petit peu. C'est très compliqué pour eux. Et ça l'a été pendant 75 minutes. Et puis après, comme le Bayern le fait souvent, comme Polo nous le raconte souvent le lundi soir aussi, le Bayern s'endort. Le Bayern est peut-être un petit peu complaisant. Le Bayern souffre alors qu'ils ne devraient pas souffrir parce qu'ils ont contrôlé le match pendant 70 minutes et ils prennent un but, ils auraient pu en prendre un deuxième à la fin, ils finissent avec un expected goals qui est moins élevé que celui du Celtic, ce qui est assez incroyable parce que voilà, c'était largement supérieur, mais tu sens encore qu'avec le ballon parfois ça manque un petit peu, moi je trouve en tout cas d'énergie, de créativité, et défensivement ils ont ces moments où tu as l'impression que c'est une défense de Ligue 2, quoi. Donc c'est très bizarre, j'ai trouvé comme match. Super ambiance à Celtic Park, on l'avait dit Gilbert déjà lundi dans l'émission. Vraiment magnifique. Ça reste encore très compliqué pour le Celtic d'aller gagner à Munich la semaine prochaine. C'est pas complètement foutu, mais bon, ça va être très difficile. S'il y a un endroit où aller voir un match dans le Royaume-Uni, c'est Celtic Park. Ah, oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Alors Glasgow, c'est pas la ville la plus dingue La plus sexy, non, de la zone. Sûr. Mais Un soir, Patrice Loco, avec le maillot du PSG, a éteint le Celtic Park à lui tout seul. Ah. T'en souviens, Julien? Ouais, c'est vrai, tout à fait. Magnifique. Magnifique match. Voilà, Celtic Park, c'est le rêve. Polo, t'es revenu. Oui. D'accord avec Julien? Oui, non, mais Julien, je suis très heureux. Julien rappelle que je mets un bémol sur les performances du Bayern depuis pas mal de temps. Non pas parce qu'ils ne sont pas capables de largement dominer la rencontre, ce qui a été le cas encore une fois pendant une heure de jeu, mais on a vraiment vu ce soir. Pour ceux qui ne comprennent pas parfois, parce qu'il paraît que je suis très dur avec le Bayern, alors qu'ils mettent des raclées un peu à tout le monde, etc. Je rappelle la dernière demi-heure, c'est-à-dire que d'un seul coup, le Bayern arrête de jouer, ce qui entraîne un déchet technique, ce qui entraîne des joueurs qui ne se replacent plus, etc. On ne sait pas pourquoi, et pourtant, Compagnie fait rentrer des joueurs frais, qui doivent d'ailleurs essayer de se montrer, etc. On voit même un Harry Kane qui tente de récupérer le ballon 70 mètres quand même pour essayer de soulager un petit peu tout le monde. C'est pas la première fois que ça arrive, et donc ce soir on a vu une fois de plus les deux visages du Bayern. C'est-à-dire que tu te dis mais comment est-ce qu'on peut entre guillemets ne gagner que 2-1 après la première heure de jeu, tout en sachant que dès la première minute un ancien joueur qui est passé par la réserve du Bayern, Kuhn, j'ai envie de dire dans un autre temps, puisque paraît-il le football évolue beaucoup en ce moment, il y a un autre temps le but aurait été validé parce que le Bayern était encore resté au vestiaire. Il y a beaucoup de choses très positive parce qu'on sent ce Bayern capable de belles performances, mais jamais sur 90 minutes, à l'image de ce qu'on peut voir en Bundesliga, etc.
d'un seul coup, ils se mettent à avoir peur. L'homme du match, c'est quand même Upamecano, ce qui est un petit peu, moi, me fait rigoler dans le sens où il y a cette polémique en Allemagne sur ce penalty ou pas, où la moitié de l'Allemagne, en gros, dit il y a péno, l'autre moitié dit qu'il n'y a pas péno, mais au bout d'un moment, il faudrait peut-être regarder juste les images et voir qu'Upamecano est le premier sur le ballon et qu'ensuite c'est Engels qui arrive, ce qui vient que... Alors évidemment, les images sont... Quand tu vois ça, tu te dis il peut lui fracturer la cheville. C'est vrai, mais si on prend les règles de base, il n'y a pas faute. Et au bout d'un moment, chacun donne son avis, même Michael Ballack, qui de moi est de pire en pire, il était excellent joueur évidemment, mais de pire en pire en tant que commentateur, est en train de dire oui, mais si ça se passait au milieu de terrain, on aurait sifflé faute. En tant que commentateur. En tant qu'expert, comme on dit. On aurait sifflé faute. Donc, je ne vois pas le rapport entre le milieu de terrain et la surface et ceci et cela. Surtout que la VAR ne serait pas intervenue au milieu de terrain, etc. Mais je trouve ça un peu fou, toutes ces discussions où chacun donne son avis sans au moins regarder les images et sur différents angles. Mais parce que dans ces conditions, comme disait Johan, on siffle le penalty systématiquement. À partir du moment où il y a un joueur qui est le premier sur le ballon, il joue le ballon et qui touche le ballon pour le dévier, il n'y a pas à dire derrière, il y a faute sur le truc. Il n'y a rien d'intentionnel. Donc moi, ça me rend toujours un peu fou ces genres de discussions. Mais oui, pour en revenir au Bayern... le Bayern va se qualifier, Polo. Non mais d'accord, mais c'est pas la question. Oui. Moi si tu veux, c'est de perdre du temps sur des choses... Moi, je te dis, à l'instant T, quand je vois l'occasion, je pense qu'Upamecano est en tête, avec le pied en premier. Ensuite, tu commences à voir certains ralentis, tu dis, oula, la faute. Et puis, tu vois un autre angle et tu dis, ah ben non, Upamecano est bien en tête par rapport à l'action. Évidemment, il retombe sur la cheville de Engels, donc ça peut faire très très mal, honnêtement. Il peut lui fracturer la cheville. Mais toutes ces choses-là, si tu veux, c'est qu'on résume toute cette rencontre à cette action de jeu, alors qu'Upamecano a fait au passage un excellent match, ce qui n'a pas forcément été tout le cas de tous les joueurs bavarois. Et moi, j'en reviens encore à ce que je dis depuis le début de la saison, en tout cas depuis au moins 3 mois, c'est que j'aimerais bien voir un Bayern concentré à 100% sur la rencontre. Personne n'explique ces variations. Est-ce que c'est de la complaisance? Est-ce que c'est de la fatigue? Est-ce que c'est les joueurs qui n'ont pas envie et puisque finalement ils sentent que le match est bouclé? Mais en fait, ils se mettent en danger comme ils se sont mis en danger contre le Holstein Kiel où ils menaient 4-0 et ça se finit dans les arrêts de jeu à 4-3. Merci Polo. Merci à vous. Bonne soirée à toi. On garde Johan et Julien encore quelques minutes pour parler d'Everton-Liverpool avec Julien et de Milan qui a perdu à Feyenoord. Voilà un match avec du suspense au retour au moins la semaine prochaine. Les 3 clubs italiens, il y aura du suspense parce qu'il y a un but d'écart en faveur ou en défaveur sur chacun des matchs. Prestation terrible de Milan. On peut le prendre par 1000 angles. On peut s'attarder quelques instants sur... ce que disait Conceição en bord de pelouse, ce que nous disait le journaliste de Sky, où il disait mais c'est impossible, on gagne aucun duel, on n'est pas agressif, voilà, où il répète à la fin du match devant les micros de Sky Sport, voilà, et j'aimerais que mes joueurs regardent le match pour comprendre tous les ingrédients qu'il faut mettre, sous-entendu mentalité, bagarre, duel, agressivité, pressing, etc. Et il a raison. Il a raison parce qu'il y a des attitudes totalement désinvoltes de joueurs qui ne semblent pas totalement concernés et qu'on ne vienne pas me saouler à chaque fois avec Léao parce que c'est pas le seul. Il en fait partie, mais c'est clairement pas le seul. Alors après, le problème, c'est que lui, c'est le joueur le mieux payé et qu'il est censé tirer l'équipe. Donc, ok. Mais il y a aussi un autre angle qu'il faut quand même aborder. Et en Italie, on parle que de bagarre, de duel, de physique, de mentalité. En termes de football, en termes de jeu, c'est le néant. Mais quand je vous dis le néant, c'est que les joueurs ne se comprennent pas sur le terrain, ne savent absolument pas ce qu'il faut faire. Il y a des appels en profondeur et qui s'arrêtent tout de suite pour solliciter un 1-2 à hauteur, lancer une fausse piste vers la profondeur, mais revenir chercher un 1-2, le ballon part en profondeur. Il y a un appel à gauche, on lui donne le ballon à droite. Il y a des renversements de situation où la cible est ratée de 10 à 15 mètres. Il y a des passes en touche. Il y a des joueurs qui attendent et qui se font chipper le ballon. Bon, moi je veux bien l'agressivité, les duels, il en faut aussi, hein. Mais quand tu as 0 contrôle sur le match, je suis pas sûr que ce soit juste des duels et de l'agressivité et de l'état d'esprit et de la mentalité. À un moment donné, il faut aussi un peu de football. Et depuis que Conceição est arrivé, c'est la bagarre. Mais moi j'aimerais bien que ce soit un peu le football, quoi. Parce que Milan, ça a pas jamais, mais très rarement été un club de bagarre. Ça a surtout été un club qui dominait à travers le jeu, à travers le football,
pour des résultats avec aussi l'état d'esprit. Évidemment que c'est indispensable. Mais là, c'est d'une faiblesse. Mais vraiment, si vous avez la possibilité, alors je n'ai peut-être pas envie de vous infliger ça, mais regardez le match, mais jamais vous pensez que c'est Milan qui joue, quoi. C'est pas possible d'aborder ces matchs à élimination directe. Contre Sessao, hier, il disait, il faut que les joueurs comprennent où ils sont. C'est le moment de montrer ce qu'on vaut. Mais vous valez rien, quoi. En réalité, si c'est ça ce que vous valez rien. Il se passe rien, mais il n'y a pas 2 passes d'affilée. Mais vraiment, ce qui est choquant, c'est des joueurs qui gardent le ballon dans les pieds pendant 2, 3, 4, 5 secondes parce qu'ils savent pas quoi faire. Et t'as un joueur du Feyenoord qui arrivait par derrière, de côté, de devant, et qui leur prenait le ballon. Mais c'est hallucinant. Le meilleur joueur de Feyenoord ce soir, c'est Pavlovic. Les gars, c'est Pavlovic, c'est un mec qui a le cul par terre dans sa surface pour contrer tous les centres et tous les tirs. Bah, ça fait un peu pitié quand t'as le maillot du Milan et que tu te dis, c'est ce joueur-là qui est, avec tout le respect qu'on a pour Pavlovic évidemment, que c'est lui le meilleur joueur du match côté Milan. C'est très, très insuffisant.